Parce que c'est notre histoire à toutes. Parce que nous sommes toutes capables de nous réaliser pleinement. L'être extraordinaire dans l'ordinaire est un podcast qui recueille la parole des femmes à la vie ordinaire comme vous et moi. Elles partagent avec nous leur parcours et ainsi nous rappellent à quel point chaque vie est extraordinaire. L'être extraordinaire dans l'ordinaire, épisode 3. Sommes-nous toutes dans la quête du bonheur ? Quels sont les éléments qui nous permettent de nous sentir heureuses ? Est-il lié à la chance ou à des choix de vie ? Voici autant d'interrogations que je me suis posées suite à ma rencontre avec Cassandre. Pour m'éclairer sur cette question, j'ai entrepris la lecture du livre « Du bonheur, un voyage philosophique » écrit par le philosophe Frédéric Lenoir. Dans cet essai, il propose une réflexion sur le concept du bonheur au regard des travaux réalisés par ses pairs à travers les époques, tout en y incorporant des éléments de son propre raisonnement. À travers son écrit, il présente le bonheur comme une notion complexe, subjective et multifactorielle. Il semble insaisissable, tout en étant lié à des réflexions et des choix de vie. Cassandre, 39 ans, dans ce podcast, nous parle de son souhait d'être heureuse. Elle s'interroge sur le sens de sa vie et nous partage ses réflexions pour cheminer vers le bonheur. J'ai pratiqué l'animation, j'ai travaillé dans le milieu de l'animation pendant 17 ans. Et en fait, au sortir de cette expérience, j'ai eu besoin, pour pouvoir m'ancrer dans le travail, de partir sur une activité passion. Pour moi, l'activité passion, depuis que j'ai 8 ans, c'est la couture, le tricot et le crochet. Pour pouvoir réussir à trouver un sens à ce que ça voulait dire que de travailler, il a fallu que j'aille voir dans quelque chose qui vraiment, pour moi, ne pouvait pas être autre chose que de la passion. L'idée, ça a été de développer à la base plutôt dans le tricot et le crochet. Et puis finalement, je me suis dit que la couture pouvait être aussi une bonne idée. C'est ce que j'aime faire et en tout cas, c'est une activité dans laquelle je trouve toujours des nouvelles idées qui est changeante. Je fais jamais la même chose. Et ça a beaucoup d'importance pour moi. Là, l'idée, c'était d'arriver à concilier ce métier passion et le fait que j'ai toujours besoin de bouger. Là, je vais dans des lieux, j'y reste entre 2 et 3 semaines, en tout cas c'est le but, puis après de changer et puis d'aller voir ailleurs si j'y suis, de changer d'air. J'ai besoin d'aller voir les gens que j'aime. Tu vois, toute cette relation qu'on peut avoir virtuelle, tu vois, technologique en tout cas, avec des SMS, des appels, tout ça, des mails, des réseaux sociaux, moi ça me convient pas. J'ai vraiment besoin de voir les gens pour me dire que je suis en relation avec eux. Comme la notion de travail aujourd'hui, elle est ancrée dans une forme de stabilité, il a fallu que je me crée moi ma propre forme de stabilité et du coup c'est celle-là, c'est d'être sur la route en itinérance. Et comme ça, ça me permet autant de voir les gens que j'aime que de gagner ma vie. Et il faut quand même que je dise que j'ai envie d'avoir une maison qui pourrait s'apparenter à un foyer, mais ce sera elle aussi une maison sur roue. Je veux pas de fondation. Pour moi, le lieu n'est pas représentatif du foyer. J'ai grandi en fait dans une maison dans le 94, et cette maison-là, un jour, nous avons décidé de nous en séparer, et en fait pour moi ça a été un trop gros choc de me rendre compte que mes racines elles étaient dans un lieu matériel. Et en fait, aujourd'hui, je veux plus avoir à vivre ça. Il faut que j'arrive à m'ancrer dans mes pieds pour me rendre compte que finalement, le seul foyer qui peut m'apporter de la stabilité, c'est moi. Pour moi, le foyer, c'est le foyer dans lequel j'ai grandi. Donc, c'est mon père, ma mère, mes sœurs. Ça, c'est la base de mon foyer. Après, je nourris pas, moi, la volonté d'avoir d'enfants. Évidemment, socialement, ça a des implications. Mais ce sont des implications qui sont en lien aussi avec l'âge. C'est-à-dire que quand j'ai eu 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, j'étais sous couvert d'études, donc en fait personne ne me posait la question. Mais un jour je suis sortie de mes études, et donc du coup là, en effet, est-ce que tu vas avoir des enfants et tout ça ? Bon, il y a une chose, c'est que quand même je le dis depuis que j'ai 14 ans que je veux pas d'enfants. Donc quand même, tout le monde est au courant, mais c'est vrai que
Par exemple, ma mère, un jour, m'a demandé quand est-ce que tu feras des enfants ? Et elle me l'a posé une fois, cette question, à laquelle j'ai répondu écoute, si jamais un jour j'en ai, de toute façon, ce ne sera pas tout de suite. Et à la deuxième fois où elle m'a posé cette question, je lui ai demandé qu'elle ne me la pose plus. Un jour, peut-être j'en aurai, peut-être j'en aurai pas, mais qu'en tout cas, fallait arrêter de me poser cette question, quoi. Je n'aurais pas d'autre réponse que celle que j'ai déjà donnée, donc c'était pas nécessaire de me la reposer. Après, mes sœurs ont eu 2 enfants, là, il n'y a pas longtemps. J'ai donc un neveu et une nièce. Et j'ai une de mes sœurs qui m'a posé la question de manière très ouverte en me demandant, dans la mesure où maintenant tu as un neveu et une nièce, est-ce que ça te donne envie, toi, d'avoir un enfant ? Et toujours pas. Voilà, toujours pas. Je suis très très heureuse d'avoir un neveu et une nièce. Je suis très heureuse de partager leur chemin, mais ça m'a pas du tout envie de leur donner un cousin ou une cousine. En tout cas, peut-être qu'un jour j'adopterai, peut-être, hein, mais en tout cas pas du tout en ce moment. Pour moi, il y a deux parties. Il y a une partie corporelle et une partie, je dirais, raisonnée. La partie corporelle, c'est que vraiment, en mon être intérieur, je ne ressens pas ni l'envie, ni le besoin d'avoir des enfants, de procréer en tout cas. C'est quelque chose que je comprends quand d'autres me disent « moi je veux absolument un enfant », mais moi je le ressens pas en tout cas. Après, de manière raisonnée, j'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que j'ai trop besoin de voyager et qu'en fait, demander à un enfant de me suivre dans cette épopée, ce serait déjà savoir s'il est assez grand pour faire ce choix-là. Donc ça veut dire, pour moi, ça demande une forme de stabilité qu'à l'heure actuelle, j'ai pas envie de m'imposer à moi-même. Après, pour d'autres raisons, j'estime qu'on est déjà trop nombreux sur Terre et que du coup, j'ai pas envie, moi, d'apporter quelqu'un d'autre en plus. Et voilà, pendant longtemps, je me suis dit, adopter un enfant, ce serait peut-être quelque chose de viable pour moi. Mais voilà, j'ai 39 ans, je l'ai toujours pas fait et je sais pas si je le ferai un jour. Du coup, la propre création, en tout cas la reproduction du foyer que j'ai vécu étant enfant, pour moi, ça me parle pas. Donc du coup, le foyer que j'essaye de construire, c'est déjà un foyer intérieur et de pouvoir me sentir bien dans tous les moments de ma vie, de chercher du bonheur dans tout ce que je vis et du coup d'aller voir les personnes qui font sens pour moi. Et les personnes qui font sens pour moi, ce sont mes amis et ma famille. Avec chacun d'entre eux, je crée une petite part de foyer. Moi, j'estime que j'ai vécu une enfance heureuse, en fait, avec un père et une mère qui étaient aimants, à leur façon, mais en tout cas, vraiment qui avaient à cœur de nous permettre, à mes sœurs et moi, d'avoir la plus belle enfance qu'eux, ils étaient en capacité de nous donner. Et j'ai vécu avec mes sœurs de très grands moments de complicité, très grands moments d'énervement aussi, mais en tout cas, on a réussi à se construire... je dirais majoritairement dans la joie, dans la bonne humeur et dans le fait qu'on soit un trinôme sur lequel on peut toujours compter en fait. Du coup, cette lignée pour moi, elle est forte. En tout cas, elle me permet une forme d'ancrage. Et puis en fait, j'ai aussi pas mal grandi avec, en tout cas, mes cousins cousines du côté de ma mère. Et du coup, c'est un peu comme si je me reconnaissais un peu dans chacun d'entre eux. Du coup, c'est plus facile pour moi de discuter et d'être naturel avec ces personnes-là qu'avec quiconque. Et du coup, pour moi, c'est un peu aussi une manière de me dire, si j'arrive à être naturel en tout cas avec eux, en fait, je peux l'être aussi avec tout le monde. Donc, comment est-ce que je fais pour déconstruire finalement certaines peurs qui me consistent pour être en tout temps naturel avec tout le monde. J'ai envie de pouvoir m'assumer, assumer qui je suis en toutes circonstances. J'estime qu'on gagnerait tous, en fait, tous et toutes à être naturels et à s'assumer. Je pense que je suis clairement dans une quête de sens. Je suis dans la quête de
que tout ce que je vis et tout ce que je fais ait un sens pour moi, en tout cas. Et si ça peut permettre d'avoir du sens pour autrui, tant mieux. Donc que je puisse vivre des moments de bonheur en tout temps. Tu vois, que cette quête du bonheur, ce soit pas un truc qui soit jamais atteignable, en fait. Donc que je vive du bonheur en tout temps et que je me sente bien, en fait. Je cherche à me sentir bien. Et ce sens, les choix que je fais vont dans ce sens. Et le sens qu'a ma vie, je dirais que c'est de me délester quand même d'un grand nombre de peurs, de freins et de conditionnements, peu importe qu'ils soient de la société ou qui me viennent de ma famille, de faire comme un tabula rasa, d'expérimenter la joie pleine et entière. Je me rends compte que de vivre dans le bonheur, ça me demande d'accepter que la souffrance existe, d'accepter que je doive la ressentir et qu'elle fasse partie de la vie. Et qu'en fait, cette souffrance-là, une fois que je m'en suis délestée, en tout cas que je l'ai comprise, acceptée, et ben si tu veux, ça me calme encore plus. Et du coup, c'est plus facile de rire, de vivre le moment vraiment présent. Du coup, je suis pas dans une quête effrénée du bonheur. J'ai conscience que pour qu'il puisse advenir, je dirais qu'il faut regarder la vie avec honnêteté et que la vie, elle n'est pas toujours belle et qu'elle a besoin de moments de remise en question et que ces moments de remise en question peuvent voir naître de la souffrance et que cette souffrance-là, elle est acceptable parce que elle me permettra, une fois délestée, d'avoir plus de bonheur. Si ça revient en boucle, c'est que j'ai pas été au bout du chemin que j'avais à faire avec cette souffrance. C'est que j'ai encore besoin de la voir et j'ai encore besoin de l'appréhender et de la reconnaître comme étant possible et de la reconnaître comme étant légitime. Et du coup, de l'expérimenter encore pour finalement me dire ok, c'est bon, je l'ai reconnu, vu et dépassé. En tout cas, accepté et dépassé après. Après, il y a une partie de moi que j'appelle mon mental. Mon mental, il aime bien se faire des films. Il aime bien me raconter des histoires. Il aime bien tourner en boucle. Il aime bien revivre des situations où j'aurais pu agir différemment. Où j'aurais pu dire ça, où j'aurais pu dire ça, etc. Et ben, ce mental-là, en fait, je le regarde et j'essaye, alors pas du tout de le faire taire, parce que pour moi, c'est un maintien c'est une forme de vigilance. Donc c'est pas de le faire taire, mais en tout cas de l'entendre, de l'apaiser et de lui dire qu'en fait, fondamentalement, ce qu'il est en train de ressasser, ce qui le met en colère, ce qui lui fait peur, si on regarde, je dirais avec un angle de vue plus large, en fait, finalement, ce dont il parle, c'est tout petit. Et du coup, certes, c'est important, mais on n'est pas obligé d'en faire cas et de tourner à ce que j'appelle moi, en tout cas dans mon jargon, à de la dramatisation. Je veux pas colporter de la dramatisation. Je veux bien qu'on regarde tout avec objectivité, en fait, d'une certaine manière. Et que si on dramatise, en fait, on regarde pas avec objectivité et on vient ajouter de la souffrance là où il y en a déjà. Et moi, j'ai pas envie d'ajouter de la souffrance. J'ai juste envie de la regarder, de la reconnaître comme ce qu'elle est. En 2018, le décès de mon oncle et le fait qu'on vende ma maison d'enfance, pour moi, a été très difficile émotionnellement. On peut envisager que j'ai fait une dépression à ce moment-là. Mais aussi ce qui m'a permis de rentrer dans un chemin de soins par le biais de l'hypnothérapie. Et j'en ai fait pendant 1 an
à raison d'une séance toutes les 3 semaines, puis tous les mois et demi. Ça m'a permis de me relever, puisque je considère qu'à ce moment-là, j'étais tombée vraiment à terre, et puis, maintenue à terre, quoi. Je me maintenais toute seule à terre. Et depuis que je suis entrée dans ce chemin de soins, régulièrement, je fais des séances d'hypnose sur des sujets particuliers. Là, en ce moment, je travaille sur le fait de ne plus vouloir travailler dans l'urgence, de ne plus vouloir vivre ma vie dans une forme d'urgence. Voilà. Donc, depuis ce moment-là, je suis dans un chemin de soins de moi-même. Pour moi, la condition de la femme à l'heure actuelle, comme elle est dite dans la société, moi, je m'y reconnais pas. Voilà. Je me sens femme dans le corps d'une femme. Pour moi, ce serait absolument inenvisageable de me dire que je deviens un homme, tu vois. Ce n'est même pas quelque chose qui entre dans ma manière de réfléchir. Donc, je me sens bien dans le corps que j'ai. Pour moi, à l'heure actuelle, comme la femme et l'homme sont décrits dans la société, je me sens pas être cette femme-là. Et les hommes que je rencontre ne sont pas les hommes qui sont décrits comme étant les hommes de la société. Du coup, je me sens pas en opposition contre les hommes. Je me sens pas en opposition non plus contre les femmes. Par contre, je me sens en opposition contre des personnes qui veulent catégoriser d'autres personnes contre leur volonté. Aujourd'hui, quand on cherche à me catégoriser, la plupart du temps, je réponds en disant: si ça te fait du bien de me mettre dans cette case-là, fais-le. Mais quoi qu'il en soit, ça ne sera jamais ma réalité pleine et entière. L'être extraordinaire dans l'ordinaire est un podcast de Sarah Fontès, produit par l'association Méandre, réalisé par Sarah Fontès, accompagnée de Gary Rance. Et la musique est réalisée par le bricolographe. Retrouvez tous les épisodes de l'être extraordinaire dans l'ordinaire sur méandre.org et sur vos différentes plateformes de podcast.